Les maîtres du temps. Oui, bonsoir à tous, bienvenue sur RTM dans les Maîtres du Temps. Il est 21h03, donc les Maîtres du Temps spéciale émission donc du vendredi soir, comme vous avez souvent l'habitude maintenant. Donc bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices. Et donc ce soir, nous avons grand plaisir de recevoir Météo Contact, que vous connaissez peut-être à travers leur site internet, d'ores et déjà. Donc ce soir j'accueille, alors je suis déjà accompagné de Morgane avec moi. Morgane, bonsoir à tous, qui fait bonsoir sa première, Fabien, bonsoir tout le monde. Émission des Maîtres du Temps, voilà, donc la première et pas la dernière, comme on dit. Ah non, ce sera pas la dernière. Voilà, et puis donc, comme je disais, on a grand plaisir donc de recevoir une partie de l'équipe de Météo Contact. Alors donc on a Anthony avec nous, bonsoir Anthony. Bonjour Fabien, bonjour Morgane. Bonsoir. On a Benoît avec nous également, bonsoir Benoît. Bonsoir Fabien, bonsoir Morgane. Bonsoir Benoît. Également Erwan aussi, bonsoir Erwan. Bonsoir Fabien, bonsoir Morgane et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices aussi. Bonsoir Erwan. Et bonsoir à Nicolas aussi, qui est avec nous également. Bonsoir à tous. Voilà, donc en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait grandement plaisir. Pour surtout présenter. Merci à vous. Pour présenter un site internet qui est relativement jeune, mais donc autour d'un beau projet, quand même, faut dire les choses. Alors on va attaquer, tout simplement. On va faire les présentations un petit peu de Météo Contact parce que je pense que certains auditeurs auditrices ne connaissent pas très bien. Donc quand est-ce qu'a été créé Météo Contact ? Alors Météo Contact a été créé le 28 janvier 2015, très exactement. Donc on était à l'époque 5 ou 6 personnes à peu près. Depuis, on a évolué progressivement et à ce jour, on est à 14 personnes, dont 2 développeurs. Donc on a quand même assez bien évolué au niveau de l'équipe. Oui, je pense que 14, vous envisagez d'augmenter encore l'effectif ou ça va rester stable plus ou moins ? Honnêtement, ça commence à faire une bonne petite équipe, donc je pense qu'on va commencer à stabiliser un petit peu les effectifs entre guillemets. D'accord. Et en tout cas, c'est déjà bien d'avoir 14 personnes, je dirais, au bout de un peu plus d'un an, d'activité. L'équipe s'est bien développée. Parce que c'est une organisation jeune. Je t'en prie, Morgane, je te coupe, mais vas-y, je t'en prie. Pour une organisation jeune, en un an, vous avez bien progressé, d'après ce que j'ai l'air de comprendre. 14 personnes. C'est tout à fait une belle évolution. Après, au niveau de la tranche d'âge, ça varie entre 16 et 25 ans. Donc c'est assez bien réparti aussi. C'est ça qui est assez intéressant dans l'équipe. En plus, on est répartis un petit peu partout dans la France. Et à peu près à proportion égale, puisqu'il y a 3-4 personnes dans le nord, 3-4 personnes au centre et 3-4 personnes au sud. Donc c'est très très varié au niveau, que ce soit au niveau des âges ou au niveau de l'origine régionale. C'est bien de couvrir un maximum de secteurs géographiques. Disons que ça fait partager un petit peu les connaissances locales, donc c'est ça qui est assez sympathique. C'est ça, parce que le climat en France n'est pas le même partout, loin de là. C'est intéressant aussi. Tout à fait. C'est intéressant aussi dans le cadre de la prévision notamment ou d'autres choses, c'est-à-dire que vous êtes répartis sur pas mal de pans du territoire et donc du coup vous connaissez aussi les paramètres locaux, certaines spécificités locales qui sont à prendre en compte, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Tout à fait, chacun apporte sa connaissance locale du climat, donc c'est vrai que c'est assez sympathique. Donc je suppose que chacun, bien sûr, a un peu sa spécialité. Vous êtes forcément complémentaires sur les 14, c'est normal. Et donc, vous arrivez. Moi, j'ai un peu pris le temps de visiter votre site. Ça fait déjà un moment que je le connais, votre site, et puis je le suis assez régulièrement. C'est vrai que vous arrivez maintenant quand même à suivre pas mal de domaines, C'est-à-dire, vous êtes à la fois sur le court terme, à la fois sur la prévision moyen terme, à la fois prévision la tendance saisonnière bien sûr,
Il y a aussi également une grosse partie observation qui a été développée visiblement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que bon après bon de toute manière déjà on a un site, bien sûr les auditeurs auditrices à aller voir, je dirais à visiter le site. Donc je vous donne l'adresse en direct, c'est www.météocontact et .fr tout simplement quoi. Donc, il y a pas de... Je recommande le site pour le visiter régulièrement, il est complet et propose des informations très pertinentes. Voilà, donc et quels sont un peu les on est forcément curieux, quels sont les objectifs un peu de développement, de futur développement pour Météo Contact, sans indiscrétion bien sûr. S'il y a des secrets vous souhaitez garder, il n'y a pas de souci également. Alors déjà au niveau donc de la prévision, on va rester sur ce qu'on fait déjà. Donc d'ailleurs, faut le préciser, c'est 100% expertisé, donc c'est-à-dire qu'on c'est pas intégré la prévision automatique sur notre site. Donc ça, on restera sur la prévision expertisée, donc ce qui limite en soi la quantité de villes entre guillemets, mais on arrive quand même à gérer 36 villes de France. 36 villes de France, donc ce qui fait un petit pactole de villes quand même. Après, au niveau de l'observation, on va rester, c'est pareil, sur des cartes de basiques, température, etc. Après, on va surtout développer tout ce qui est rubrique cours, par exemple, pour apporter des notions de météo à nos internautes. Donc voilà un petit peu les perspectives à venir de notre site. Mais c'est vrai qu'il y a une partie assez riche, effectivement, pédagogique, ce qui est pas si fréquent que ça sur les sites météo, qu'on a l'habitude, je dirais, de visiter, ou d'ailleurs vous expliquez, par exemple, je vous donne un cas concret aux auditeurs, les orages, par exemple, différents types d'orages, notamment, voilà, donc c'est des choses intéressantes qu'on retrouve pas partout, loin de là. Déjà là-dessus, vous vous démarquez quand même. Je pense. Alors ça, c'est les orages, c'est notre ami Erwan qui va pouvoir peut-être d'ailleurs nous en parler un petit peu, qui a fait justement cette rubrique intéressante sur les orages. En fait, cette actualité qui est sortie sur les orages, en fait, elle s'inscrit dans une rubrique qui est Le saviez-vous. Oui. Donc, un petit peu à la manière de cours, mais avec une approche différente, c'est de faire découvrir des choses aux gens, mais de manière simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite les agresser, entre guillemets, avec des notions trop compliquées. Voilà, donc j'essaie à travers ça d'apporter quelques petites notions de base, quelque chose, d'apporter un savoir, mais que ce soit accessible à tout le monde, à la portée de tout le monde. Oui, vulgariser, c'est sûr. Voilà, exactement, sans que ce soit trop pour autant vulgarisé pour pas erroner les informations. Faut trouver juste milieu entre un peu d'explications, je dirais techniques, qui peuvent, je dirais, attiser la curiosité du public, qui cherche à en savoir plus, mais pas non plus, voilà, comme tu dis, assommer aussi après les personnes avec trop de techniques, c'est sûr, c'est toujours un peu Exactement. Pas forcément évident de trouver justement ce juste milieu, mais c'est un travail très agréable. Alors, on vous reçoit, alors vous êtes 14, on vous reçoit tous les 4 ce soir. Alors, bien forcément, on aimerait savoir, moi aussi, d'ailleurs, j'aimerais savoir un peu vos spécialités, chacun. Donc, Anthony, si tu m'arrêteras si je me trompe, tu es le fondateur de Météo Contact. Voilà, je suis le fondateur, tout à fait. J'étais dans d'autres projets auparavant qui n'ont pas spécialement marché, notamment en raison de l'ambiance d'équipe. Une ambiance d'équipe, ça se travaille. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour Météo Contact, ça marche. Donc c'est aussi pour ça que ça tient. Mon ancien projet avant Météo Contact a duré quand même 4 ans. Donc c'est dommage que ça se soit arrêté, mais bon, après, j'ai recommencé sur ce nouveau projet avec une nouvelle équipe. Comme je disais au début, on était 4 ou 5 au début, puis après, certains sont partis et d'autres personnes sont arrivées. Puis la dernière personne qui est arrivée, c'était il y a une quinzaine de jours, donc c'est tout frais, mais on va s'arrêter là au niveau des recrutements. Oui, et après, il faut roder l'équipe, comme on dit. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est toute une organisation, c'est pas simple. Après, une fois que c'est en place, ça marche. Et hormis l'aspect bien sûr organisationnel dont tu t'occupes, je comprends bien, tu as une spécialité après, je dirais, pour proprement parler, sur le site, donc que tu fais toi-même, que tu proposes toi-même. Alors,
pourrais dire la partie communiquer, bon ça je m'en occupe, au niveau du principe des communiqués, donc CSP ça s'appelle sur Météo Contact, donc c'est communiquer et suivi de phénomènes. Donc le but c'est non pas de faire des vigilances à proprement parler, c'est plus faire des cartes d'intensité de phénomènes. Donc nos cartes elles font on y trouve des intensités de 1 à 7, donc 1 à 6, pardon, et pour 7 paramètres météo. Donc voilà, c'est vraiment basé sur des intensités, non sur le risque au niveau des populations. Tout à fait, c'est-à-dire que vous faites comme d'autres sites confrères à vous, hein, vous proposez, on va dire, une sorte de vigilance, on va dire, mais qui ne remplace pas du tout, on le dit aux auditeurs, hein, qui ne remplace pas, je dirais, la vigilance officielle de Météo France notamment. Voilà, tout à fait. Notre but, c'est vraiment de prévoir une intensité de phénomène et pas autre chose. Et donc, après, pardon. Je t'en prie. Voilà, donc ensuite, la prévision sur le site. Et puis donc compléter avec tous les autres de l'équipe différentes rubriques. Hein. Chaque personne a un petit peu sa spécialité sur le site et gère en fonction d'objectifs qu'on se donne, mais gère chacun des rubriques. Donc il y a des actualités aussi et plein de rubriques, comme disait Erwan, le saviez-vous, vidéo de la semaine qui est une rubrique nouvelle, ou la météo en bref aussi qui est une rubrique nouvelle de la semaine dernière. Donc vous voyez, on complète petit à petit. Je vois aussi des bilans climatiques là. Le mois de mars complet. Ça, c'est une rubrique qui est née depuis le début du site, en fait, qu'on a amélioré grâce à l'arrivée d'un nouveau prévisionniste qui est spécialisé en cartographie. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des cartes beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant grâce à cette complémentarité que Darian est capable de mettre en place sur le site. D'accord. Très bien. Benoît, quelle est ta spécialité un peu pour le site ? Alors, ma spécialité pour le site, c'est de gérer la prévision de court terme, de moyen terme, à jour plus 3. Et je gère également, c'est un complément, on va dire, du site, je gère également les réseaux sociaux afin de communiquer les actualités, la prévision du jour ou toute autre information pertinente pour le site. Donc voilà, je suis spécialisé dans la prévision. Erwan, hormis les orages, t'as certainement une autre spécialité. Il y a évidemment ce dont je parlais tout à l'heure, la rubrique, le saviez-vous, mais je fais aussi des actualités, j'en fais toutes les semaines, de manière assez régulière. Je ne fais pas de prévision, j'en faisais avant, mais voilà, je me suis vraiment focalisé sur les actualités et la rubrique le saviez-vous. Et Nicolas, quelle est ta spécialité pour le site ? Je gère les prévisions de long terme, de J+5 à J+8. D'accord. Et ça va faire à peu près 2 mois que je gère ça. Et je rajouterai pour Benoît qui gère la communication dans le groupe aussi. D'accord. Oui, c'est important. C'est primordial. Je gère l'équipe en fait entièrement. Je fais en sorte que tout aille bien. J'organise les visioconférences groupées. Enfin, j'essaie d'être efficace. C'est un rôle très important. Vous êtes 14. T'es aussi en plus, je gère 14 personnes. C'est un peu la courroie de transmission en termes de communication. Il faut que la communication passe entre les 14. Après, elle peut être. Il y a aussi, vous avez certainement des activités professionnelles à côté, d'autres choses aussi. Donc c'est pas particulièrement facile. Oui, exactement. Donc, d'accord. Écoutez, très bien. Après, moi, je connais quand même une autre personne qui fait partie de qui s'occupe un peu de votre site en termes de suivi. C'est Astrid, notamment, que je connais. Ouais, moi aussi, Astrid, je la connais. Enfin, je la connais virtuellement, entre guillemets. Je vois, c'est une passionnée. Ah oui, une grande passionnée. Ouais. Astrid et Aurélien, d'ailleurs, qui fait aussi partie de l'équipe. Ah, Aurélien, il suit un petit peu, d'accord. Voilà. On a le couple, c'est assez sympathique. Ah oui, effectivement. C'est bon, vous êtes parés si vous avez les deux. C'est parfait. D'accord, écoutez, c'est très très bien. Après, qu'est-ce que je voulais vous demander aussi ? T'as des questions aussi, Morgane ? Vas-y, n'hésite pas. Là, pour l'instant, j'ai pas de questions, mais ça peut venir, donc je te laisse gérer. Continue tes questions en attendant.
D'accord, c'est très bien. Et bon, après, question aussi un peu qu'on pose forcément à nos invités. Bon, vous êtes certainement passionné de météo depuis tout petit, je suppose, hein, ou ça vous a pris peut-être un peu tardivement, je ne sais pas. Comment c'est venu la passion de la météo pour vous? Tiens, je pensais à cette question aussi. Ouais, c'est des questions assez bateaux, on va dire, mais qui l'intéressent, hein, forcément. On va laisser Nicolas commencer. Ouais, ou Nicolas. Voilà. Bon, moi, c'est parti. On ne sait pas vraiment trop d'où c'est parti. Et cette passion, on m'a toujours dit qu'elle est née de nulle part. Voilà, je suis né quand j'étais bébé, j'ai regardé les nuages dans le ciel, etc. Donc c'est voilà, y a pas de réelle raison. Et je fais de la météo depuis que je suis tout petit, quoi, depuis que je suis né quasiment. D'accord. Ça te fait quel âge, Nicolas? Là, j'ai 18 ans. D'accord. Ouais, mais bon, après, ça commence souvent tout petit, hein, donc y a rien de... Ouais, voilà, ça a commencé dès ma naissance, ouais, quasiment. Moi, par exemple, j'ai commencé à 15-16 ans, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Ça a commencé plus tard, toi. Ah oui. Après, ça se déclenche avec des phénomènes aussi qu'on observe. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont passionnés de météo depuis qu'ils ont vu un très violent orage, et puis bon, ils sont lancés là-dedans, donc voilà, ça arrive, je pense que ça dépend des personnes. Souvent un élément déclencheur, un événement déclencheur. Il y en a qui ont pu débuter, par exemple, peut-être avec les tempêtes de 99 ou autre, hein, ou un épisode orageux très marquant aussi sur une région, ou un épisode neigeux, non mais c'est clair. Hein. Erwan, ça t'a pris quand Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Au début, je m'intéressais pas trop à la météo, voilà. Puis il y a eu déjà l'épisode neigeux de mars 2013. Faut savoir que je suis dans le Nord Cotentin, donc on a été vraiment très impacté. Et donc j'ai commencé à pas mal m'intéresser à tout ça. Mais voilà, sans trop pousser. Voilà, exactement, avec la fameuse alerte rouge. Mais c'est pas encore là le véritable élément déclencheur. Le véritable élément qui a déclenché cette passion pour la météo, c'est, je me souviens, un orage pas forcément très fort, le 7 juin 2013. Et voilà, donc depuis, je me suis dit, j'avais adoré, j'étais à ma fenêtre la nuit en train de regarder les éclairs, etc. Et je voulais savoir quand est-ce que ça allait se reproduire, etc. Et de là, j'ai commencé à me passionner pour ça. Je suis allé sur des sites pour apprendre justement la météo, et j'ai appris assez rapidement justement. Et puis voilà, depuis, je suis à fond là-dedans. Même si à Cherbourg, on peut pas dire que ce soit la ville la plus intéressante pour les phénomènes météo, mais on fait avec ce qu'on a. Et Benoît, comment ça t'a pris la passion de la météo? Quand aussi également? Alors moi c'est très original. Alors, tout d'abord ça a débuté très tardivement, donc à 15 ans. D'accord. Alors en fait tous les jours un de mes proches regardait en fait la météo à la télé, et donc je suivais aussi également tous les phénomènes qui frappaient ma région. Et puis un jour un fort épisode neigeux en 2010 a touché ma région, et je regardais toute la journée le suivi de l'épisode neigeux, et puis ça m'a tellement marqué que j'ai commencé à m'intéresser à la météo. Et puis ensuite il y a eu les orages aussi en juillet 2014, où là ça a été très intense. Et là, je suis vraiment très à fond dessus, et je ne peux plus m'en passer. Oui, mais après, quand ça te prend, après, ça te tient et ça te lâche plus, là, normalement. Voilà, ça ne peut plus me lâcher. Là, donc, c'est tout à fait normal. Et Anthony, toi, comment ça s'est passé? Ça t'a pris quand, la passion? Enfin, c'est comment Alors, c'est un petit peu comme Nicolas, hein, c'est dès la naissance. Enfin, dès la naissance, dès que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à regarder les nuages, les orages, et petit à petit, après, ça s'est développé. Et puis l'arrivée d'Internet dans les années 2000 a propulsé tout ça. Donc ensuite, c'est en 2004, j'ai commencé à faire mon premier site Internet. Donc un site basique. Hein. Et après, rapidement, je me suis dit pourquoi ne pas créer un projet en commun avec plusieurs passionnés. Donc, ce qui a débouché sur un autre site, puis encore un autre site, et puis donc Météo Contact en 2015. Voilà. Après, j'adore les orages. Je fais des chasses aux orages. J'aime bien la neige en hiver. Enfin, j'aime bien toutes les saisons en fait. Hein. Chaque saison a son charme, je trouve. Donc, même si j'ai une préférence pour la neige et les orages, j'aime bien toutes les saisons. Alors, sans faire exprès. On a donc Erwan, Benoît et Nicolas, les trois Normands de l'équipe. Voilà.
C'est vrai. Ah oui. Et d'ailleurs, tiens, juste petit aparté là, Morgane, toi Morgane, juste pour savoir, ça t'implique quand toi? Tu as dit que t'avais 15 ans quand ça a commencé pour toi. J'avais 15 ans et c'est lors du mois d'avril 98, un mois très pluvieux, donc on disait pourri, où il a même neigé à Limoges. Je me suis mis à regarder la chaîne météo en tombant par hasard sur la chaîne météo. Ah ouais, d'accord. J'ai bien aimé la présentation, je me suis rapidement mis à suivre ça tous les jours. Après, quand je commençais à fréquenter Internet, j'ai découvert plusieurs sites, dont le site de Frédéric Decker, qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est là-dedans que petit à petit, je me mettais même à faire mes premiers relevés de température, là où j'étais chez mes parents en périphérie de Limoges, en fait, et cette passion, je l'ai entretenue jusqu'à ce jour, en faisant de relevés. D'accord, super. Intéressant. Autrement, après, est-ce que actuellement, au niveau, il y a encore peut-être deux ou trois de vous quatre là, qui font des études, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, comment ça se passe un petit peu, vous faites des études de géographie, ou souvent dans la météo, on a souvent on a souvent reçu des personnes, et même des professionnels, qui ont pas eu obligatoirement des formations scientifiques, je dirais, très poussées, du type celles qui seraient recommandées pour entrer notamment chez Météo France. Beaucoup ont fait notamment des licences de géographie ou autres. Qu'est-ce que vous faites à côté, là, un petit peu, tous les quatre de la météo ou en termes d'études? Je vais pouvoir en parler. Donc moi je suis en terminale STMG. STG c'est pareil, sciences, technologie, management de la gestion. Et Benoît Morel a fait la même chose. D'accord. Et l'année prochaine je veux partir en licence de géographie. D'accord, oui, c'est un parcours qu'on retrouve assez souvent quand même. C'est ce que j'ai fait également d'ailleurs. Voilà, c'est très courant. Voilà. Et Benoît aussi, tu vas partir en licence de géographie? Alors pas du tout. J'ai fait comme Nicolas. Par contre, je suis allé en direction d'un BTS assistant manager, tout l'inverse de la météo. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Faut pas s'inquiéter, vous savez, messieurs, moi je suis comptable, donc rien à voir avec la météo dans mon. Moi aussi, je suis rentré à Météo France à l'époque via l'école de la météo à Toulouse, mais pareil, pour y accéder, ça a l'air d'être un truc de malade. Donc Benoît, tu vas être paré pour manager vraiment toute l'équipe, pour le coup là. Dans ce coup-là, oui. On va dire que je suis bien tombé. Voilà. Et Erwan, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors moi, rien à voir avec tout ce qui est scientifique. Je suis en terminale ES. Ah oui. Donc économique et social, et je pars l'année prochaine sur un DUT en technique de commercialisation. D'accord. Et ensuite soit une licence en économie, droit et gestion, ou alors rien à voir non plus, une école militaire. Donc voilà, ça diffère complètement de la météo. Ouais, c'est un parcours qui ressemble un peu au mien. Moi j'ai eu un bac ES également. Enfin moi j'ai 37 ans, donc ça commence à dater un peu. Mais j'ai eu un bac ES et puis après j'ai fait un BTS action commerciale, donc j'ai une formation commerciale. Mais c'est bien, au moins ça permet justement la météo de se sortir la tête de tout ça et de faire autre chose, parce que je pense que je sais pas si ce serait pareil en faisant des études scientifiques pour la météo, etc. Après, la question c'est, est-ce que quand on travaille à Météo France, qu'on garde le plaisir de suivre la météo? Voilà, exact. Ça c'est la question qu'on peut se poser. Si on travaille à Météo France ou la chaîne météo ou n'importe où, ça dépend. On en a, tu vois, Morgane et puis 4, avec les précédents invités qu'on a pu avoir, ça a été une ou deux fois un vrai sujet de conversation dans l'émission, où on se disait que déjà pour aussi dire à nos auditeurs auditrices, certains qui peuvent être passionnés de météo, qui ont envie de créer quelque chose, même d'en faire leur métier, pourquoi pas, leur dire écoutez, contrairement à ce qu'on peut, où on a tendance un petit peu à insister dans ce pays, il n'est pas nécessaire d'avoir obligatoirement une formation très scientifique qui pas du tout. sur une éventuelle entrée chez Météo France. Voilà, on a tout à fait d'autres possibilités, quoi. Ouais, c'est arrivé un petit peu comme ça. Moi, j'ai fait un stage à Météo France où j'ai vu un prévisionniste et sincèrement, dans le débat justement où il faudrait un bac scientifique, etc. pour accéder dans ces choses-là, je pense que pour être chercheur, c'est sûr qu'il faut faire des études très longues. Il faut vraiment travailler dedans. Mais je pense que pour faire des prévisionnistes purs, moi j'ai vu ce que faisait la personne qui était dans Météo France, et j'étais capable de le faire juste en ayant des connaissances personnelles et en ayant l'habitude de faire des prévisions, en observant les modèles, en connaissant les modèles.
Bien sûr. Bah, complètement. Je suis bien d'accord, savoir analyser les modèles, c'est suffisant pour faire des prévisions. Ah, mais faut regarder les concours d'entrée après, c'est ça le problème, ça n'a rien à voir. Ah non, mais voilà. Le problème, c'est ça qui m'a braqué. Surtout qu'il faut pas oublier que Météo France, c'est une institution publique. Vous savez, tout comme moi, que la France est en crise en ce moment et que l'État cherche à faire des économies d'argent. Du coup, ils font sauter des postes, même des postes de Météo France. Par exemple, il me semble que dans le Limousin, avant, il y avait le poste de Guéret où il y avait des moyens humains. Ils les ont enlevés, ils ont déplacé le poste de Guéret sur un aérodrome. Mais je crois même qu'à Brive-la-Gaillarde, le poste de Brive-la-Gaillarde, je sais même pas s'il y a encore quelqu'un, des hommes qui interviennent dessus, si c'est pas devenu une station automatique. Ah, mais il y a eu... Et si pas tout est géré à la station de Bellegarde à côté de Limoges. C'est un petit peu le cas aussi en Poitou-Charentes, puisque le centre... J'ai déjà visité la station météo de Poitiers-Billard d'ailleurs, dans le Poitou. J'ai visité la station météo de Poitiers-Billard à l'occasion d'une journée portes ouvertes. C'était en 99 que j'ai été visiter cette station. D'accord, j'ai pu en faire un stage. J'ai confié mon cahier de relevé météo à un prévisionniste là-bas, il a été impressionné par mon boulot, sans me vanter. J'ai pu en faire un stage de... la même chose chez lui. J'ai pu en faire un stage de 15 jours avec la fac. Oui. Comme je le disais, là, en Poitou-Charentes, il y a la station le centre départemental de Niort qui a fermé, qui a fusionné avec Poitiers. Bon, après, le devenir de Poitiers, je le connais pas. Honnêtement, moi, j'ai toujours entendu dire que d'ici 2020, Poitiers, ça allait fusionner à nouveau, mais avec La Rochelle cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire, c'est La Rochelle qui ferait la prévision pour tout le Poitou-Charentes. D'accord, le climat des deux villes a rien à voir en plus, mais bon. Voilà, c'est La Rochelle. Tant qu'ils gardent le poste d'observation de Poitiers-Billard, il vaut mieux. C'est clair, voilà. S'il y a d'autres stations amateurs à côté, je vois au Futuroscope, il y a un observatoire météo. Il me semblait qu'il y en avait un aussi pas loin, alors je sais plus le nom de la commune. Cernay. Je sais qu'il y en a un autre. Voilà, c'est Cernay à côté de... Ah oui, Cernay, exact, je la vois sur Météo Ciel, celle-là, c'est Cernay. Voilà, c'est quelqu'un que je connais. Moi, je vais peut-être en installer une chez mes parents à Sériac, à 20 km au sud-ouest de Limoges. C'est en projet. Et puis faire en gros le même genre de station que Cernay, par exemple. Un même système. Ça apporte pas mal de données. C'est à l'étude. Surtout que le climat de Sériac, chez mes parents plus exactement, vraiment en périphérie de Sériac, périphérie c'est peut-être un grand mot, rien à voir avec les relevés que vous pouvez observer de Limoges, la station Météo France, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la station de Limoges-Bellegarde n'est pas vraiment représentative du climat de Limoges, même en ville et aux alentours. Avant d'être à Bellegarde, qui est quand même à 400 mètres d'altitude sur un plateau très exposé au vent, la station elle se trouve à Fétia, en périphérie est de Limoges, et bien plus représentatif de l'agglomération, pour information. Si on prend Cernay, justement, ce matin, on relevait, si mes souvenirs sont bons, moins 1,5 degré, et à Poitiers, il y avait 1 degré, plus d'1 degré, donc ça fait, à chaque fois, il y a souvent 1 ou 2 degrés d'écart, voire plus, entre... Il y a souvent des différences même, selon les spécificités locales. Je peux prendre un autre exemple. Par exemple, regardez Nevers, on a l'impression que c'est une ville où il fait vachement froid le matin parce qu'il est clair. Mais bon, leur observatoire est situé à côté, à Marzy, dans un trou à froid. Parce que Nevers, il doit y avoir 2-3 degrés de plus le matin, je pense. C'est un petit peu le cas de Cernay, c'est un trou à froid, comme on dit, tout à fait. Alors que Limoges-Bellegarde, c'est absolument pas un trou à froid. Même c'est un trou... Enfin non, c'est pas un trou, mais c'est un trou à modération des excès de température. Je vais vous donner un exemple. La canicule d'août 2003, c'est valable pour juillet 2015. Les températures maximales qui y ont été relevées, c'était 37 degrés à l'ombre. Sauf que à Limoges, en ville, la barre des 40 degrés a été atteinte que ce soit en août 2003 ou en juillet dernier. Donc voilà pour la petite différence. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça justement. De ce que je remarque, même dans les environs dans le Nord-Cotentin, entre Cherbourg et aux alentours, il y a des différences parce qu'il y a des vallées, on a des petites hauteurs et il y a la côte évidemment, la presqu'île, et en fin de compte ça fait tout un mixage qui fait que à 2 km d'écart il peut y avoir plusieurs degrés d'écart et c'est pas rare par exemple en été de voir à peine 16 ou 17 degrés à Cherbourg et 10 km plus dans les terres de voir 25-26 degrés. Ouais. Ah oui, ça c'est normal, Cherbourg est presque en bord de mer. C'est pareil. Oui, exactement. On peut prendre un autre exemple. Nice, je crois que la station météo est vraiment installée au bord de la mer. Et puis on voit en été même des fois des minimales à 25 degrés. Mais si on va peut-être plus dans le centre de Nice par exemple, bon, après je sais pas, je suppose.
Je sais pas si c'est vraiment les mêmes températures. Ça doit bien plus surchauffer en été la journée, plus baisser la nuit peut-être. Encore que c'est la Côte d'Azur quand même, mais bon. Il y a une différence. Une fois, on croit que ça englobe toute une ville, alors que c'est vraiment un point précis où sont relevées les températures, par exemple. Du coup, c'est pas toujours évident. Exactement. Et puis, il y a les phénomènes très locaux, hein. Par exemple, avec le vent, je reprends encore une fois l'exemple du côté de Cherbourg. Donc là, je vais prendre le cap de la Hague. Je pense que tout le monde voit à peu près où est-ce que c'est. Donc, là-bas, c'est limite si la station n'est pas dans la mer, hein, vraiment sur la pointe de la pointe. Donc, les températures sont douces en hiver et fraîches en été. Pour vous dire, cet été, hein, donc il faisait dans la nuit, c'était au mois de juillet je crois, hein, le 1er juillet, donc dans la nuit, il faisait 17 ou 18 degrés, et d'un coup le vent de sud s'est levé et on a fait 27 degrés à 6h du mat, quoi. Et, 27 c'est souvent... Ouh, aïe, aïe. Et dans le Nord Cotentin. Dans le Nord Cotentin, quoi. On s'attend à ça facilement dans le Sud, mais alors dans le Nord Cotentin, excusez-moi du terme, mais c'est complètement farfelu. 27 degrés à 6h du matin. C'est vrai. On pourrait penser à un bug de la station, mais non, les vents ici sont très importants du fait de la presqu'île et du relief, parce que on a un petit relief qui monte vers les 200 mètres, et quand le vent de sud ou sud-est se lève, on a d'une part la douceur des terres qui vient, mais ça, comment dire, le vent fait un petit fun au final, hein. Ça fait un petit fun puisque dans le même temps que les températures sont passées de 19 à 27 degrés, on a eu l'humidité qui a baissé mais énormément. Ça fait un petit fun du fait du relief, et justement ici les vents sont très importants. Vous pouvez avoir, comme ce fut le cas cet été, les reliefs et plus le vent. Par exemple à Cherbourg, on était à 33 degrés le 1er juillet 2015 vers 16h. Les brises marines sont arrivées, on est retombé à 19 degrés en espace d'une demi-heure. Bon, ça a vite soulagé les gens qui aiment pas la forte chaleur, hein. Remarque. Exactement. Mais voilà, c'est ces vents souvent qui font jouer température. Mais à Limoges, c'est un petit peu pareil. On a le massif central vraiment à l'est et au sud de nous. Et puis bon, quand les perturbations passent, il y a la traîne de nord-ouest. Alors je vois, par exemple, Poitiers ou Tours. La perturbation passe, il pleut, mais des éclaircies reviennent facilement à l'arrière lors du ciel de traîne, entre les averses. Alors qu'à Limoges, il y a quand même de la grisaille un peu qui s'accumule sur le massif central et on récupère beaucoup moins facilement des éclaircies. Ouais, ça bloque sur les montagnes. Et à l'inverse, quand il y a un flux de sud-est sur la France, alors là, vous pouvez y aller, Limoges est favorisé. On a souvent un temps très ensoleillé et très doux, là. Je sais pas si on peut appeler ça un effet de fun, mais le vent qui descend de la montagne, du coup, est vraiment bienfaiteur, si je puis dire pour nous, hein, pour ceux qui aiment le soleil et les températures élevées, la douceur ou la chaleur selon la saison. Et ça, je l'ai bien remarqué depuis toutes les années où je fais des observations. Pour continuer, en hiver, tout le nord de la France peut se trouver sous la grisaille, des températures qui ne grimpent pas, alors que Limoges est plus ou moins favorisé dans cette situation. Et c'est là qu'on peut facilement se retrouver avec des pointes à 15 degrés en décembre, alors que Poitiers se trouve sous brouillard et 5 degrés à côté de ça. Non, mais c'est intéressant de parler des particularités locales, hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait... C'est super intéressant, on pourrait en parler des heures, hein, c'est clair. Moi, je suis lyonnais, à Lyon aussi, on a nos particularités. Enfin, nous, on est surtout soumis au vent de sud, au vent de nord, et donc voilà, après... Étant donné l'exposition de la vallée du Rhône, hein, normal, là. On a un goulot d'étranglement, hein, effet Venturi, mais bon, après, c'est... Grenoble aussi, c'est assez sympathique pour la prévision. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Juste pour un petit peu continuer un peu le fil de l'émission, je vais vous demander un peu à vous quatre là. Alors, quels sont les événements météo, hein, alors ça peut être épisode neigeux, épisode une tempête ou épisode orageux, qui vous ont marqué le plus, quoi, hein. Donc, on va peut-être commencer avec Nicolas, par exemple. Quel est l'épisode qui t'a le plus marqué ? Alors moi déjà l'épisode neigeux qui a duré 3 jours en Normandie, évidemment, je m'en rappelle. C'était obligé. C'est normand. Je suis de Seine-Maritime, donc automatiquement, voilà, ça m'a marqué. On avait tombé 50 cm de neige, c'était mémorable, quoi. Moi, j'étais sur ma page, je gérais une page avant, personnelle, et elle a explosé ce jour-là parce que j'ai géré une prévision très bien ce jour-là. Et du coup, grâce à ça, mon site météo avait explosé juste grâce à ça. D'accord. Mais après, il y a eu d'autres événements. J'ai eu aussi des moments où j'étais un peu dégoûté, on va dire.
Je pense que certains se rappellent, on a eu un orage en 2013, une supercellule en Seine-Maritime, qui a tout ravagé. On a eu des rafales à 190 km/h près de Dieppe. Ah oui. Je suis d'accord. C'était vraiment très très violent. Hein. On s'en rappelle tous, il y a eu des photos, il y a eu des inondations dans quasiment toutes les villes où l'orage est passé. Et cette supercellule-là, le jour où elle est passée, j'étais absent. Je suis toujours chez moi et ce jour-là, j'étais pas chez moi. Et donc là, évidemment, on loupe un orage comme ça, quoi, qui va rester, qui arrive une fois dans qui va rester dans les annales, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, celui-là, il va rester dans les annales. En tout cas, en Seine-Maritime, je sais qu'il est resté dans les annales. Il est déjà dans les archives, quoi. Donc, c'est en 2013 et voilà. J'ai peut-être eu une tempête qui m'a marqué, mais je ne sais plus. J'étais en quelle année? J'étais au collège, donc c'était il y a assez longtemps. D'accord. C'était une tempête, je me rappelle, qui n'était pas trop prévue, qui s'est prévue à la dernière seconde. Donc, je crois que c'était une petite dépression explosive, il me semble. Et a été prévue pas très forte et au final, elle s'est avérée vraiment forte. On a eu des rafales à plus de 140 km/h, alors qu'on s'attendait à 110, 120. Nicolas, tu parles de site internet. Tu as un site à côté aussi de Météo Contact? Oui, j'ai aussi un site qui ne fait pas concurrence à Météo Contact, évidemment. Je gère Météo en Seine-Maritime. D'accord. Donc, c'est une page pour mon département. On est à 8000 j'aime actuellement. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein, parce que Benoît, il me semble que tu gères aussi cette page, non? Je gère aussi une page, mais ce n'est pas la page de Nicolas. Elle s'appelle Météo Seine-Maritime. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il y en a on gère notre page. C'est pareil. C'est Météo en Seine-Maritime et une autre, c'est Météo Seine-Maritime. D'accord. Exactement. C'est intéressant aussi de savoir. Erwan, quels sont les événements météo marquants là qui... Il y en a plusieurs. Alors il y a eu premièrement novembre et décembre 2010 où il a beaucoup neigé. On a eu un effet de mer assez incroyable déjà en novembre, hein, avec 20 à 30 cm sur le nord du département, alors que le reste de la France n'avait tout simplement rien. Enfin, du moins le reste des régions situées au nord de la Loire n'avait pas 1 centimètre de neige. Et ça s'est poursuivi et on a eu ce gros épisode de début décembre 2010 où il est tombé 60 cm de neige. Donc déjà c'était assez marquant, même si je m'intéressais pas encore à la météo, je m'en souviens très bien. Donc après cela c'est surtout mars 2013, hein, comment ne pas s'en souvenir, avec des congères qui dépassaient largement les 2 mètres par endroit, c'était spectaculaire, hein. Je pense que Benoît aussi doit se souvenir, tout comme Nicolas. J'ai été touché, mais je m'en souviens. C'est incroyable. Puis il y a les orages, donc celui du 7 juin dont je vous parlais, même si c'est pas le plus spectaculaire. Ceux qui ont surtout retenu mon attention, c'est ceux du 31 août dernier. Cet épisode supercellulaire le long des côtes de la Manche, 29, 30, 31 août, qui vont surtout concerner les départements de la Seine-Maritime au Nord-Pas-de-Calais. Mais le 31 août, on a eu un petit système marqué qui est passé sur le département, enfin qui était surtout en mer, mais on a eu le bord, avec un magnifique Arcus, un orage assez électrique, beaucoup d'impact. Il faut savoir que j'ai une très belle vue, donc j'ai pu en profiter, ça m'a marqué, avec beaucoup de positifs, voilà, un spectacle sans lumière magnifique. Et le lendemain matin, donc je m'attendais pas à avoir des orages, au final il y a une supercellule qui est passée et qui nous a lâché un déluge incroyable avec 28 mm de pluie tombée en 15 minutes. Ah oui, quand même. Donc c'était plutôt pas mal et voilà, donc ça m'a plutôt marqué. Sinon il y a eu quelques tempêtes, mais évidemment on est habitué ici, donc ça retient pas forcément mon attention. Et pour toi Benoît, les événements météo les plus marquants? Comme Erwan et puis Nicolas, j'ai été marqué par l'épisode neigeux remarquable. Oui, je m'en doutais un peu. De la neige, pardon, pendant 3 jours, avec plus d'1 mètre de congère et une bonne quarantaine de centimètres chez moi. J'ai été également marqué par un très fort orage où je suis tombé dessus à tout hasard. J'étais sur la route à Etretat, c'était le 13 août 2015. J'avais un peu peur. Mais sinon, mis à part ça, l'Arcus aussi, comme Nicolas, en juillet 2013. Lui aussi, j'étais en dessous et je n'ai pas pu prendre de photos malheureusement, mais j'ai été fortement marqué par ce fort orage aussi. Anthony, pour toi, les événements les plus marquants? Pour ma part, il y en a plusieurs. Hein. Bon, forcément, les tempêtes Lothar et Martin en 1999. À l'époque, j'avais 9 ans et demi. Donc là, j'étais à côté d'une forêt en plus. Enfin, j'habitais à côté d'une forêt, donc j'entendais les arbres craquer, on va dire. Enfin, c'était assez impressionnant, hein, franchement, avec des vents à 150 km/h, les lignes électriques en pleine nuit qui se touchaient, qui faisaient des lumières scintillantes. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Après, on a eu 2003, forcément, même si là c'est de la chaleur. Après
après l'orage du 27 juillet 2013. Donc là, c'est vraiment l'orage qui m'a le plus marqué par sa puissance, parce qu'à Poitiers, le vent a soufflé jusqu'à 140. Il y a eu pas mal d'arbres de déracinés, plus qu'en 99 d'ailleurs. C'était le fameux MCC là, qui était remonté dessus. Voilà, tout à fait. Donc nous, on s'est pris vraiment de tout là-dedans. Les arbres ont été complètement déchiquetés. Enfin, c'était vraiment l'orage qui m'a marqué et qui a un taux de retour de tous les 30 ans. Donc autant dire que, à mon avis, je suis pas prêt d'en voir un truc comme ça. Et enfin, l'année dernière, c'était le 20 septembre, si mes souvenirs sont bons. Alors là, c'était plutôt un cas d'école de supercellules. Donc là, j'ai pas vu de choses violentes, mais un véritable cas d'école de supercellules avec le magnifique nuage d'orage, etc. Enfin, c'était vraiment sympathique. Voilà un petit peu quatre phénomènes marquants qui sont bien ancrés dans ma mémoire. Il y a toujours, comme on dit, on a quand même, la passion nous prend souvent jeune, quand même, mais on a souvent quand même des éléments, des facteurs, des événements, bien sûr, déclencheurs, un peu, qui ont tendance à exacerber après la passion derrière, forcément. Après, des fois, on a des périodes un peu plates ou un peu molles, où il se passe pas grand-chose, où là, la passion, elle reste, mais bon, des fois, après... On s'ennuie. Faut toujours un peu quelque chose pour relancer. D'ailleurs, ça fait partie du jeu quand même. Bah oui. D'ailleurs, je sais pas comment vous avez vécu, vous, de votre côté, l'hiver qu'on vient de passer. Moi, je dirais juste un petit mot me concernant, même si je suis pas... Moi aussi, je dirais mon petit mot après. Voilà, moi, j'ai juste un petit mot, et après, bien sûr, je vous laisse largement la parole. Moi, je dirais que cet hiver a été un peu sans saveur, quoi. Trop doux, bien sûr, ça c'est clair. Sans saveur, donc ça, moi je sais que personnellement, pourtant je suis un passionné de météo depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 37, et ça a un peu, moi personnellement, un petit peu émoussé, un petit peu la passion quand même, un petit peu, mais bon après elle disparaît pas, loin de là. Mais donc après moi un peu ma question c'est comment vous avez un peu vécu l'hiver. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Oui, tout à fait. À propos de l'hiver, entre guillemets, et cela dans leur importance qu'on a eu, c'était complètement farfelu. Décembre, record de douceur, record d'ensoleillement, record de sécheresse, du moins à Limoges. Oui, température maximale moyenne, 13 degrés. Plus que la normale du mois de mars et même que les températures maximales moyennes du mois de mars qu'on vient d'avoir. Donc voilà, quasiment pas de gelée. Janvier et février ont été très humides, mais quasiment sans froid, température la plus basse de l'hiver à -2. Limoges intramuros, -2 degrés. Aucune journée sans dégel et les quelques semblants d'épisodes neigeux qui ont eu ont pas recouvert la ville, croyez-moi. Donc un hiver vraiment décevant quand on aime bien cette saison. Mais bon, au moins il n'y aura pas eu de problème au niveau de l'économie, enfin pas de une des médias sur les routes bloquées à cause de la neige, on n'a pas eu droit à tout ça en tout cas par ici. Enfin quand même les médias ont trouvé le moyen une ou deux fois, mais bon c'est pas méchant, il faut toujours un petit peu meubler comme on dit, d'inviter par exemple, moi je sais que Fred Decker une fois a été invité notamment, je sais plus sur BFM ou sur ITV, pour parler d'un tout petit épisode neigeux de rien du tout qui était prévu pour la région parisienne, où on annonçait 0,5 cm de neige. Non mais je caricature un petit peu, mais on en est resté là, cet Voilà, en tout cas, Benoît par exemple, toi l'hiver, c'est surtout de la pluie quand même sur janvier, février a priori, et puis de la douceur, mais rien de très marquant quand même. Personnellement, c'était... Pas de vrai épisode doux là en janvier, en février 2016. C'était vraiment l'hiver le plus pourri que j'ai connu de toute ma vie, même si je n'étais pas passionné... Ça mérite d'être clair. Je n'étais pas passionné météo avant, c'était vraiment très pourri. De la pluie, du vent, de la douceur, c'était méchant, c'était horrible. J'ai été outré, même choqué, de voir un hiver comme ça. C'était la première fois que je voyais ça dans ma vie. J'espère ne pas le revoir. On espère qu'on va pas revivre ça tous les ans. Non, mais bon, ça pourra pas être pire. Une petite vague de froid comme en février 2012, ça pourrait être sympa là. Un froid sec avec quelques chutes de neige. Pas trop, mais qu'on ait de beaux paysages enneigés sous le soleil après. Pour moi, ça a été l'un des événements les plus marquants depuis que je suis la météo. Février 2012 est la plus forte vague de froid que j'ai connue depuis que j'ai cette passion. Avec presque une semaine à des minimales à -10 à Limoges, en ville. Excusez-moi, je tiens à préciser quand même que
Personnellement, j'ai eu quand même des périodes fraîches, mais c'était vraiment très, très limité, on va dire, avec quelques averses de neige, mais sans plus. C'était vraiment. J'ai pas les mots pour dire. Il n'y a pas trop de mots, ouais. Ça, non, à quel point cet hiver était. C'est un cauchemar, on va dire. Pour un passionné de météo, c'est sûr que c'est pas beau. Je dirais pareil. Je suis en Seine-Maritime, je dirais pareil. On a eu des flocons de neige, ça a tenu même pas une matinée. Exactement. On a eu de la pluie, du temps gris, du vent, pas de tempête forte. Sincèrement, c'était blasant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait aucun phénomène extrême. On n'a pas eu de tempête, on n'a pas eu de neige. La pluie, c'était du 5 mm. Bon bah voilà, hein, c'était, on se croirait en automne, en hiver, quoi. Ouais, voilà. C'était, en fait, pour nous, c'est naturel, on va dire, mais c'était quand même choquant. Un phénomène que j'aimerais bien vivre, mais que je sais pas si on le verra un jour à Limoges, un orage de neige. Ah. Tu sais que les Bordelais en ont, il y en a dans le nord de la France, mais à Limoges, j'en ai jamais vu. À vrai dire, on a de la chance avec la mer, enfin la Manche, pardon, qu'on a. Voilà, proche de mer, c'est plus facile. Voilà, c'est ça. Il y a souvent, c'est vrai que la Manche, là-bas, c'est un secteur qui peut être exposé aux orages de neige parce que, en cas d'air froid, d'altitude, assez important, avec des courants ascendants, courants descendants, et puis un peu de moucape sur près de la côte, ben voilà, on peut avoir un petit orage de neige. Hein. Ah bah grâce à la douceur de la mer en fait. La douceur de la mer, un petit peu j'essaye d'imaginer ça, quoi. Voir des coups de tonnerre, entendre le tonnerre et voir une grosse floconnade derrière. Ouais. Et on peut passer de 10 à 2 degrés en quelques minutes. Ça, c'est bien. Exactement. Ça, c'est Impressionnant à voir. Hein. Ça, c'est impressionnant. Mais il y a eu quelques ciels de traîne pas inintéressants quand même cet hiver. C'était la seule chose d'ailleurs qui a eu d'intéressant, hein, notamment dans le nord-ouest. Pas non plus rien d'exceptionnel, quoi. Oh, ça, il y en a eu quelques bons justement. Ouais, c'est il y en ce a eu qui fait quelques que. bons, il me semble, hein, quand même, hein, de ciel de Ah bah il y en a eu des beaux, hein, parce que contrairement à la majorité des personnes, c'est ce qui fait que j'ai adoré cet hiver. Je vais en choquer certains, mais j'ai adoré cet hiver. Bah, si t'es amateur, non mais c'est vrai que Erwan, si t'es amateur de, ça peut plaire aussi. Hein. si t'es amateur de ciel de traîne hivernaux, en plus dans le nord-ouest, forcément bien placé, bah c'est sûr que oui, voilà, c'est. Ah franchement j'ai adoré. Il y a eu, mais il n'y a pas eu que ça. Je sais que bah là où je suis, bah dans le Nord Cotentin, il y a eu 3 tempêtes. Une surtout qui m'a marqué, c'est le 8 février avec une tempête mais accompagnée d'un ciel de traîne justement. Et je me souviens d'un orage qui est passé, un orage sympathique, hein, bon pas super électrique puisque on reste en hiver, mais voilà quand même des bons coups de tonnerre etc. Mais des rafales à 130, du grésil, forte pluie etc. Et franchement j'ai bien aimé. Et le ressenti que j'ai sur cet hiver, c'est au final un hiver en 2 teintes. Décembre qui était sec, très gris par ici, hein, ça a été ensoleillé sur une partie de la France, mais ici c'était très gris. Limoges, on était sous la partie ensoleillée, record d'ensoleil même. Et bah ici c'était très gris. C'était le printemps en décembre tout simplement. Ah bah nous c'était ennuyeux, au final bon il a fait doux mais c'était désagréable. Et après bah à partir de janvier ça commence à devenir très instable, très humide, et franchement j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi eu des coulées froides puisqu'on a relevé alors ça paraît pas exceptionnel comme valeur, mais moins 5 degrés à la station de Cherbourg-Maupertuis qui au final n'est pas à Cherbourg et donc qui n'est pas dans la vallée. Donc dans la vallée il a fait plus froid, on a pu atteindre les moins 6, moins 7 degrés, et c'est assez exceptionnel hein, pour cette zone parce que bah, c'est une température qu'on n'a pas retrouvée ces 5 dernières années, si ce n'est plus. Ah oui, effectivement. Donc voilà, en janvier, c'était un hiver agréable, je trouve. En janvier, une petite vaguelette de froid sur le nord de la France, mais Limoges y a presque totalement échappé. C'était juste après. On était sous le brouillard et c'est monté qu'à 2 degrés l'après-midi. Ouais. C'était le 20-21 janvier, il me semble, après le premier micro-épisode neigeux. C'est le 17 janvier qu'on a eu la journée la plus froide de l'année pour l'instant à Limoges, suivi d'un petit épisode neigeux le lendemain. Enfin, c'était de la neige qui précédait un redout concrètement. Oui, bah, un demi-centimètre qui a fondu 2 heures après. C'est tout ce qu'on a eu. Justement, c'est suite à ce petit épisode neigeux tout pourri qui est passé que le froid est descendu par contre au nord de la Loire. Mais bon, c'est vrai que vous avez raison, on peut pas vraiment dire hiver au vu des températures. Après, bon, bah, je l'ai pas trouvé désagréable en raison des bons ciels de traîne. Faut pas oublier le derecho du 2 mars. Il y a eu un derecho dans le nord qui était fort sympathique. Il y a eu des tempêtes, etc. Au final, même si on n'a pas eu de véritable hiver avec du froid, il y a eu quand même quelques petites périodes. Et j'ai un ressenti plutôt
positif, contrairement à la majorité des gens, mais après voilà, ça dépend aussi de où on est placé. Je sais que j'ai été bien placé. Erwan, moi je te rejoins assez. Moi je sais que moi j'habite à Lyon, donc à Lyon j'ai vraiment, honnêtement, franchement, j'ai vraiment rien eu de palpitant, mais rien du tout. Bon, un mois de décembre hyper doux, avec un ensoleillement incroyable, quoi. Moi à Lyon j'avais jamais vu ça, forcément. Mais après derrière, janvier, février, l'ennui total, enfin tout ce que je déteste de l'hiver, quoi. Mais je sais que j'aurais été à ta place, Erwan, j'habiterais dans le Nord-Ouest. Je sais que moi j'aime bien tout ce qui est, je dirais, phénomène convectif en général. Je sais que ça m'aurait davantage plu. Ah, franchement, ouais. Bah, après, même si c'était pas forcément très fort, il y avait des belles photos à faire, etc. Voilà, c'est des sensations agréables. Et toi, Anthony, quel est ton ressenti pour toi? En demi-teinte, je dirais, l'hiver. Déjà, deux valeurs à retenir, -5 et 17 degrés. Donc -5, c'est la température la plus froide que j'ai pu relever, c'est au mois de février, si mes souvenirs sont bons, voire début mars même, je ne sais plus exactement, enfin c'est février ou mars. Et puis donc 17 degrés en décembre. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soleil, beaucoup de beau temps, peu de pluie, beaucoup de douceur. Et il faut quand même dire, c'est agréable, même si décembre, c'était agréable. J'ai aimé le mois de décembre, même si météorologiquement parlant, enfin climatologiquement plutôt, c'était décevant pour ceux qui attendent l'hiver, mais au ressenti quotidien, j'aimais beaucoup personnellement. Voilà, c'est ça. C'était certes un temps pas du tout de saison, mais il faut le dire, c'était agréable. Faut pas se le cacher. Il y a un caractère inquiétant aussi qu'il faut mettre en avant. C'est pas normal d'avoir un hiver aussi doux aussi longtemps, quoi. C'est les hivers de ce genre qui peut inquiéter. Je suis bien d'accord. Voilà, puis on n'a pas eu d'hiver du tout, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu un mois où on a eu l'hiver sur les novembre, décembre. Ça c'est vrai, par exemple. On n'a pas eu en hiver, rien. Par exemple, 2006-2007, en décembre, il y a quand même eu du froid, même si c'était du froid de basse couche. On en a eu à Limoges avec quelques journées sans dégel et des valeurs basses inférieures à -5. Janvier a été extrêmement doux, mais on a eu une magnifique vague de froid de quelques jours qui a commencé par des chutes de neige, et des chutes de neige comme on en a rarement vu sur la Haute-Vienne. 20 cm dans Limoges jusqu'à 40 cm par endroit dans le département. Ah oui. Et puis bon, c'est vrai qu'après, le froid n'a pas eu son mot à dire de nouveau, en février. C'est vrai. Ah oui, et une petite valeur à -10 aussi, pendant ce même mois de janvier 2007. Après, moi, pour autant, je partage pas après la vision pessimiste. Voilà, ça nous amène un peu sur le terrain de tout ce qui est du sujet qui nous préoccupe un peu tous, le réchauffement climatique. Moi, je partage pas l'avis, bien sûr, de certains alarmistes. Moi non plus, à vrai dire. Qui nous disent que, de toute manière, on est voué à ne plus avoir d'hiver, par exemple. Moi, j'ai déjà quand même entendu. Non, mais moi, je suis convaincu que des hivers froids reviendront. Peut-être pas. Des froids, il y en aura toujours. Exactement d'accord. 20 ans, il y en aura toujours. C'est évident. C'est évident. Même les janvier 85, rien nous dit qu'on reconnaîtra pas ça un jour. Bien sûr. Par exemple. Alors après, ce qui interpelle, et je pense que ça vous interpelle aussi, ça nous interpelle, c'est que les mois excédentaires sont parfois très fortement excédentaires. On l'a vu au mois de décembre. Bon, le mois de décembre certainement exceptionnel, qu'on retrouvera peut-être pas quand même de sitôt. Je pense. Mais par contre, les mois déficitaires, ils sont toujours souvent faiblement déficitaires, quoi. Les mois de mars, c'est déficitaire, mais à -0,7. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que. Alors, moi, je suis pas un climatologue ni un scientifique, mais moi, c'est ce qui m'interpelle aussi là-dedans, quoi. Ah c'est sûr. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, et je pense qu'on le sait tous, c'est qu'on a eu Niño, même si on n'est pas certain de ses impacts sur l'Europe de l'Ouest. Je pense que ça a quand même bien influencé les températures en France, qu'on regarde cet été qui a été très très chaud, mais très chaud, un hiver très doux, etc. Voilà, faut essayer aussi de prendre en compte ce phénomène El Niño qui a quand même été particulièrement fort. Et c'est sûr que ça peut paraître alarmant, des hivers comme on vient de vivre, mais faut prendre aussi en compte qu'on sort d'une période où les hivers froids étaient fréquents, quand même. Il y en a eu beaucoup qui sont venus à la chaîne. Donc il y a toujours eu des périodes avec des hivers qui ont été à dominante plus froide et d'autres dominante plus douce. Et je pense que là on entre
entre dans une phase où les hivers vont être peut-être standards ou un peu plus doux, mais que par la suite on retrouvera des hivers plus froids que la normale. Voilà, je pense que c'est des périodes. Après, c'est un avis qui peut être partagé. Je te rejoins. Regardez, autour des années 2000, on avait une récurrence d'hiver doux. Pourtant, il y a bien eu les janvier 2009, janvier 2010 et autres décembre 2010 plus tard. En remontant plus loin, on a eu la période des années 90, de 90 à 2000, avec une prédominance très importante des hivers doux. Décembre 89 et les 2 mois qui ont suivi, il n'y avait pas de véritable hiver non plus là. Alors, marqué sous le sceau du flux zonal, d'ouest, très très prédominant dans les années 90 jusqu'en 2000. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on a quand même plutôt, je dirais, une reprise un peu des flux méridiens avec des flux zonaux moins prédominants et donc plus des hivers qui ont été, comme disait Erwan, plus froids quand même globalement, quoi. Février 2005 et surtout début mars 2005. Je sais pas si vous vous en souvenez, record de froid à la chaîne partout début mars 2005. Je m'en souviens pas, mais c'est possible. Après, moi, là où j'étais en week-end, j'avais relevé un magnifique moins 12 le 1er mars 2005 en tout cas. Ah, c'est sympathique ça. Sachant que je m'attendais absolument pas à une telle valeur en début mars, même quand j'ai commencé la météo. Enfin, en tout cas, en revenant à El Niño, moi je suis d'accord avec Erwan. Je pense qu'El Niño a quand même eu une influence, pas majeure, mais enfin a quand même eu une influence sur le temps en Europe. Notamment, de toute manière, El Niño a forcément aussi une influence sur le placement des centres d'action. On voit quand même sans peine que ça a tendance à renforcer quand même assez notablement les anticyclones subtropicaux. On l'a vu notamment au mois de décembre, avec un flux constant de sud-ouest, avec un anticyclone subtropical qui était omniprésent. Et donc moi je pense que, sans rentrer dans les grands détails, mais je pense que El Niño a eu une influence. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que il n'a pas un impact direct sur l'Europe, mais tous les cas, il bouge les centres d'action. Exactement. Donc dans tous les cas, il nous influence indirectement. C'est obligé qu'il y ait au moins petite conséquence. C'est des règles. Non, mais c'est clair. Bon, après, de toute manière, on le voit. Sur les États-Unis, l'influence est manifeste. C'est sûr. Quoique, vous avez vu en Californie, habituellement un El Niño, je dirais, conséquent comme celui de 97-98, normalement se répercute par des fortes pluies en Californie. Ça n'a pas été vraiment le cas. Non, c'est vrai que ça n'a pas été. Sans plus. Ça a été sans plus. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des plats, si on regarde bien dans le détail, au niveau placement des centres d'action, quand même, on retrouve la marque d'El Niño et. C'est sûr et certain. Après, on a eu, je voulais en parler justement de cette anomalie froide. Je sais pas si vous avez vu dans les eaux de l'Atlantique Nord, dont on se posait beaucoup de questions. Et en fait, au final, on s'en pose beaucoup encore. On sait toujours pas ce que ça fait. Alors justement, est-ce que ça aurait pas accru le phénomène El Niño entre guillemets, enfin, ces effets indirects, est-ce que ça ne les aurait pas accrus? Moi, j'ai un avis, mais qui est pas sûr d'avoir raison, loin de là. Je peux complètement me tromper. Moi, je pense que c'est une conséquence dans la mesure où, forcément, on s'est retrouvé dans des situations, vous l'avez tous vu, c'était une NAO+ prédominante et largement prédominante tout l'hiver, quasiment. Donc, qui fait qu'on a donc des descentes dépressionnaires, des descentes froides dépressionnaires au sud du Groenland. Donc forcément, donc on a un flux de nord dépressionnaire, donc forcément les températures de surface de la mer sont impactées durablement. Et d'ailleurs, donc du coup on se retrouve avec une anomalie froide. Et si vous regardez la récurrence de flux de sud-ouest type NAO+, enfin plutôt en été on l'appellerait au sens de Christophe Cassou plutôt Atlantic Low. Cette récurrence, on s'est traîné quand même depuis juin-juillet, Ah oui, ça fait un certain temps. Donc c'est pour ça que moi, cette anomalie froide, personnellement, je pense qu'elle fait partie de la chaîne globale de ce qui s'était mis en place, avec l'influence d'El Niño aussi, que c'est plutôt une conséquence. Enfin, c'est mon avis personnel. Je sais pas si c'est véritablement une conséquence, parce que cette anomalie froide des eaux de l'Atlantique Nord, on la conserve quand même depuis un certain temps. Ça fait plus que quelques mois, il me semble que ça fait même plusieurs années. Faudrait vérifier, mais il me semble que après elle a été, c'est sûr qu'elle a été accrue ces derniers mois avec ce que tu disais. C'est vrai que c'est intéressant cette année maintenant, c'est intéressant de voir à partir de maintenant, parce que on sort un peu quand même de ce schéma, quoique on sort, on regarde un peu, c'est pas aussi simple que ça, mais
c'est assez intéressant de voir dans les prochains mois ce que ça va donner, quoi. Hein. Oui, c'est sûr. C'est intéressant de voir, par exemple, dans le cas de retour d'une NA au moins, un petit peu, avec des hautes pressions vers le Groenland, voir ce que ça donne. Mais je voudrais qu'on ait des hautes pressions vers le Groenland qui s'étendent un peu sur l'Atlantique Nord pendant une longue durée, pour voir un petit peu. Faudrait voir, ça peut être intéressant, d'autant plus que on aura peut-être le retour de la Niña en fin d'année, qui peut-être aura des conséquences, on sait pas encore, mais en tout cas on a des mois intéressants qui vont arriver. Ça va être intéressant, c'est moins à suivre. Ah bah, super bien, j'y compte bien, je vois déjà comment commence ce mois d'avril, ça promet. On espère tous. Bah déjà, on a un début. On commence ce mois d'avril, mardi par exemple, on devait avoir une journée pluvieuse à Limoges, le front est passé plus à l'est de nous, des pluies qui remontaient de Méditerranée, Clermont-Ferrand a été très arrosé, nous on a eu de la pluie la nuit, mais une assez belle journée ma foi, alternance entre nuages et éclaircies. Par contre la mauvaise surprise c'était le lendemain, le mercredi, on s'attendait à une belle journée, j'avais annoncé une belle journée sur ma page météo, on dispose d'une aussi sur Facebook. Résultat, la grisaille l'a largement emporté. Comme quoi. Franchement, à Poitiers, là, ces derniers jours, très peu d'averses. Hein. J'ai pas encore réussi à avoir un seul millimètre là depuis 3 jours, alors qu'il est prévu des averses, des orages, mais finalement ça passe. Et nous, on a eu le premier orage de l'année dimanche soir à Limoges. J'ai eu 2-3 coups de tonnerre hier, c'était assez sympathique avec des rideaux de grêle au loin, mais c'est passé plus loin, donc ce qui fait que j'ai pu observer ça de loin, mais sans avoir de précipitations significatives ou quoi que ce soit, puisque j'ai pas relevé un seul millimètre depuis 3 jours, donc c'est le soleil qui domine là, depuis quelques jours. Bon, c'est agréable, mais bon, ça en situation dépressionnaire, mais bon, comme quoi, ça rend pas le temps facile à prévoir. Hein. Imaginez, ça aurait été comme avril 2011 avec un anticyclone qui collait au bas. Que là, ça serait plus simple, on sait à quoi s'attendre, bien plus en tout cas. Et ouais. Il y a un sujet que j'aimerais quand même un petit peu aborder avec vous quatre. C'est le réchauffement climatique un peu plus. Comment vous avez vécu un peu, enfin comment vous ressentez les choses, comment vous voyez un peu les choses d'une manière globale, comment vous avez vécu un peu la période l'avant COP 21 qui nous a un peu occupé un petit peu quand même en fin d'année, avec tout un tintamarre qui s'était mis en route. Comment vous avez appréhendé tout ça un peu d'une manière générale? Est-ce que vous partagez, je dirais, les élans un peu parfois un peu très pessimistes, notamment un peu véhiculés par nos dirigeants, on va dire mondiaux, avec des élans un peu parfois, excusez-moi du terme, moi c'est mon avis personnel, et je dirais qu'à la radio je me gêne pas pour m'exprimer librement quand même, des élans un peu culpabilisateurs aussi vis-à-vis du public. Ouais, comment vous voyez un peu vous les choses, comment vous le ressentez? On va commencer peut-être avec Benoît par exemple. Comment tu vois les choses? Alors à ce sujet je n'ai pas vraiment trop d'avis parce que je me suis pas réellement intéressé. Enfin c'était pas très. Enfin c'était une bonne chose. Cette COP21 c'était une bonne chose. Enfin, pour ma part, je me suis pas vraiment plongé dans l'histoire concernant ce sujet, donc je ne peux pas donner d'avis. Non mais y a pas de souci, hein, aucun problème. Erwan, comment tu pour ma part, j'ai trouvé ça particulièrement désagréable, cette avant COP 21. Alors, évidemment, le but de cette COP 21 sont tout à fait honorables. Maintenant, c'est toute la médiatisation qui est faite autour, et j'ai l'impression d'assister à une vulgarisation de la climatologie, de la météo. Parce que, on a des rapports parfois un peu bizarres de certains scientifiques qui n'hésitent pas à partir tout de suite dans les extrêmes, alors que je pense justement qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que le réchauffement climatique, il est là. On peut pas le nier. Maintenant, est-ce que l'homme est vraiment à l'origine de ce réchauffement climatique? Alors, je vais évidemment citer des périodes où il a fait aussi doux, voire plus doux, par exemple durant l'optimum médiéval, ou bien durant l'Antiquité, et au contraire des périodes plus froides durant le minimum de Maunder ou bien de Dalton. Et ce que j'ai pu constater par rapport à des recherches personnelles, alors je dis pas évidemment que c'est vrai, que c'est d'abord de la raison, etc., c'est que on est trop focalisé sur l'impact
l'impact de l'homme sur le climat, et on ne regarde pas assez par exemple l'activité solaire qui, je pense, est quand même un facteur important, parce que c'est cette petite boule qu'on voit dans le ciel qui nous chauffe, alors en envoyant ces rayons. Et on remarque que lorsque l'activité solaire est faible, les températures, bien sûr, s'il y a un temps de décalage entre la cause et la conséquence, mais voilà, on remarque que quand l'activité solaire est forte, les températures ont tendance à augmenter, et lorsqu'au contraire elle est faible, les températures ont tendance à baisser. Justement, voilà, on remarque que l'activité solaire est quand même assez forte ces derniers temps. Et est-ce que ça n'aurait pas pu impacter les températures sur Terre? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions autour de ce débat du réchauffement climatique. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à propos du réchauffement climatique. Enfin là, ce serait plutôt en termes d'observation. Il y a quand même un paramètre qu'il faut voir sur les relevés de température, notamment, c'est que les secteurs où sont installés pas mal de stations se sont beaucoup urbanisés. Donc ça influence un peu les températures, selon moi. Il y a des bels exemples. Les effets urbains, oui. Non, mais enfin, en tout cas, Erwan, moi, pour ma part... Enfin, je vois, par exemple, même à Lyon, Fabien, il y a deux stations. Oui. Celle d'Ambron, et puis aussi Saint-Exupéry, mais bon, les deux se trouvent plus ou moins dans tout ce qui est le Lyon très urbanisé. Saint-Exupéry, un petit peu moins quand même, c'est l'aéroport, donc il y a des fois des petites différences quand même. Lyon-Bron, oui, c'est très urbanisé, effectivement. Donc, il y a des fois des petites différences quand même. Et notamment des différences qui peuvent être marquées par il suffit que, par exemple, il y ait un peu de vent du sud, par exemple, à Bron, et pas à Saint-Exupéry, par exemple. Ah oui, et là, ça peut beaucoup influencer les températures. Sans rentrer dans les détails. Après, je rejoins complètement ton analyse, Erwan, pour ma part, sur le réchauffement climatique. Sur l'effet, effectivement, on mentionne certainement peut-être pas assez l'influence de l'activité solaire, notamment. Il y a l'influence aussi éventuelle du volcanisme. Bien sûr. On se souvient de certains volcans dans le passé qui ont pu rejeter énormément de dioxyde de soufre, et donc du coup on a un effet après au niveau de l'atmosphère. Ça peut se faire plusieurs mois après, mais ça peut aussi se faire dans la durée où on est, je dirais, on est les rayons du soleil qui se diffusent donc moins à cause de cela, et donc on peut avoir une baisse de la température. Et puis encore une fois, je trouve que nos scientifiques omettent trop souvent, omettent peut-être volontairement, je ne sais pas, de parler un peu que la Terre a toujours été concernée par des cycles froids et des cycles chauds. Ah oui, tout à fait. Donc il y a une part de réchauffement naturel. L'homme a sa part de responsabilité dans tout ça, mais il n'y a pas que lui. Sa part de responsabilité reste à quantifier. Personne peut se targuer de vraiment savoir quelle est la part anthropique dans le réchauffement. C'est sûr, c'est une question qui ne sera peut-être jamais résolue. D'ailleurs, il faudra l'accepter aussi peut-être comme telle. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je rejoins l'avis d'Erwan, justement, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, pour l'impact du soleil sur la Terre. Et moi, je rejoins d'ailleurs Sévilla dans le fait aussi où il me semble que j'ai déjà vu ça. Dans les temps à venir, le soleil doit avoir une activité moins forte prochainement. Je confirme, jusqu'en 2022. Si je me trompe pas, on va avoir une activité solaire moins forte, et normalement, donc peut-être qu'on va avoir un refroidissement planétaire en plein milieu de ce soi-disant réchauffement planétaire qui pour moi est cyclique. Je rejoins l'avis d'Erwan, c'est cyclique. Ouais, pour accréditer ce que tu dis, Nicolas, effectivement, on a une activité solaire donc qui est prévue en baisse jusqu'en 2022, qui est d'ores et déjà effective, c'est-à-dire on a eu effectivement, comme disait Erwan, il n'y a pas si longtemps, une activité solaire qui a été assez forte. On a eu quand même des éruptions solaires il n'y a pas si longtemps que ça. Mais actuellement, on est dans une période où l'activité solaire est globalement en baisse et ça devrait perdurer. Et moi, je pense que, effectivement, ça peut avoir une influence dans les années à venir. Voilà, alors, j'irai pas jusqu'à dire que on va vers un refroidissement. Je peux pas aller jusque là, mais on peut, voilà, on sait pas, quoi. Je dirais, on peut pas parier obligatoirement sur la poursuite du réchauffement, pas obligatoirement. Oui, baisse de l'augmentation de la température. Tout simplement, ça peut continuer à augmenter, mais de façon moins importante de ce qu'on a connu là, où on était vraiment dans l'excès. Voilà, moi j'ai regardé les températures tout à l'heure à Dieppe, où on a eu 9 jours en décembre, où on a dépassé 10 degrés le matin. C'est-à-dire que le matin, la température la fraîche matinale était de 10 degrés sur 9 jours. Ce qui est, il devrait faire 3-4 degrés le matin, quoi. Donc là, je me dis, voilà, on était vraiment au-dessus, et peut-être
que dans les années à venir, on va redescendre un petit peu, mais ça va ralentir ce réchauffement. Exactement. Anthony, toi, quel est ton regard un peu sur tout ça? Alors déjà, par rapport aux conférences, on a eu Kyoto, on a eu Copenhague, et puis là, on a eu donc la COP 21. Donc bon, ça, honnêtement, pour moi, c'est une union de famille où on essaie de prendre des décisions. Je dis bien on essaie. On mange bien aussi, je pense. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Mais derrière, voilà. Est-ce que vous entendez parler de la COP 21 3 mois après? Personnellement, j'en entends plus parler. Est-ce que ça n'a pas été un fiasco cette COP 21? J'aurais plutôt tendance à le demander. Disons que ça n'a pas été beaucoup plus évolutif par rapport à la conférence en protocole de Kyoto et Copenhague. Il y a eu des plus ou moins des décisions qui ont été prises. Après, est-ce qu'elles vont être appliquées? C'est encore une autre histoire. Mais en attendant, depuis 3 mois, on n'entend plus du tout parler. Donc voilà par rapport à ça. Après, au niveau du changement climatique, bon, j'insiste bien sur le mot changement climatique, puisque moi, j'aime pas entendre le mot réchauffement climatique, parce que ça ne serait... Le changement climatique, c'est plus adapté. Et puis surtout, il faut voir les discours que peuvent avoir les gros médias par rapport à ça. Une canicule début juillet, on rattache ça au réchauffement climatique directement. Oui, une vague de froid en janvier 2010 ou en février 2012, et là, t'entends des gens qui râlent, qui disent « Ouais, on nous parle de réchauffement climatique, pourtant, on n'y comprend rien. » Après, voilà, pas très proportionné, je trouve. C'est pour ça que j'emploie plus le terme changement climatique, puisque en fonction des régions du monde, ça fluctue. Donc non, ça ne se réchauffe pas partout. Voilà donc ce que j'avais à dire par rapport à ça. Après, bon, vous avez à peu près tout dit. Les bonnes questions, je pense qu'il faut se poser, c'est, vu que j'ai fait de la géographie, c'est les politiques d'aménagement du territoire à mettre en place. Donc par exemple, pourquoi construire des habitations sous le niveau de la mer? Ça c'est pas spécialement très fut-fut, on va dire. Franchement, c'est mon avis personnel. Donc voilà, déjà vraiment remettre en question les politiques d'aménagement. On sait que la mer va monter. Elle a déjà été auparavant, elle va remonter encore. On le sait, et voilà. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions et mettre en place des politiques d'aménagement du territoire qui soient adaptées à l'évolution du niveau de la mer pour ce qui est du niveau de la mer. Voilà mon avis là-dessus. En tout cas, moi, ce que je pense aussi, à mon avis, vous allez me rejoindre quand même là-dessus aussi. Oui, alors changement climatique, oui, c'est une chose. Ça doit quand même nous préoccuper, bien sûr. Mais je pense que, avant tout aussi, il y aurait tellement à faire sur les enjeux environnementaux. Comment faire déjà, par exemple, pour quand même réduire aussi les problèmes de pollution de l'air, notamment en Asie, par exemple. Ah oui, exactement. C'est un fléau là-bas. Quand même. Également voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qu'on arrête aussi avec la déforestation en Amazonie. La déforestation sauvage. L'Amazonie, c'est un peu notre poumon, le poumon de la Terre. Faut arrêter de le détruire comme ça. Moi, quand je vois, par exemple, qu'on a aussi des catastrophes quand même écologiques sans cesse. Je me rappelle au Brésil, là, cet hiver, là, avec le fleuve, je sais plus son nom. C'est catastrophique, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses. Personnellement, avant de penser au changement climatique, même s'il est réel, quoi, il y aurait déjà tellement à faire aussi à ce niveau-là. Et puis après, j'entends pas mal de gens qui disent, dès qu'il y a des catastrophes, des gros orages, des fortes chaleurs, ils rattachent ça au réchauffement climatique, ils disent le climat devient fou, il est déréglé. Mais bon, ça existait déjà, ces dérèglements entre guillemets dans l'histoire. Sauf que c'est beaucoup moins médiatisé. Après, ça, c'est mon avis. Moi, le climat, pour moi, il a jamais été réglé. Non, il n'a jamais été réglé. C'est-à-dire que quand on remonte très très loin dans le temps, on a toujours eu des périodes comme ça avec... Déjà, rien que Guillaume Séché a pu le prouver avec des bouquins qui étaient vendus au grand public dans pas mal de librairies. Et pas besoin, et même... Quel temps, ou alors, j'ai son bouquin là, qui résumait des événements météo jour le jour sur toute une année en remontant très loin. Le bouquin, il s'appelle Quel temps ? Qui remonte de 1900 jusqu'à 2003, en retraçant les gros événements climatiques pour montrer que le climat a toujours été farfelu, contrairement aux théories qu'on attend de la part du climat. D'ailleurs, j'invite encore une fois, on en a parlé hier soir dans l'émission avec Jessie, j'invite les auditeurs auditrices qui connaissent peut-être la page météo, la page et le site lamétéo.org de Fred Decker. Fred a écrit il y a 2-3 jours un très bon article justement là-dessus, c'est-à-dire sur dans les années, même on peut remonter. Ouais, j'ai vu l'article et je conseille à tout le monde d'aller le lire.
On peut remonter même dans les auditrices et les auditeurs. À la Révolution, par exemple, à ce moment-là, où il y avait effectivement des curiosités absolument énormes, quoi. Je dirais, au niveau avec des mois un peu inversés. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que vraiment, on n'a jamais eu le temps ne devient pas fou maintenant. Le climat, enfin, moi, c'est mon avis personnel encore une fois. Pour moi, le climat n'a jamais été réglé. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce sont des cycles, de toute façon. Voilà. Bien sûr. C'est sûr. Après, c'est sûr. Bon, il y a tout un travail, je dirais, de pédagogie et puis d'explication à faire auprès du grand public. Après aussi, bon, encore une fois, on l'expliquait hier soir. Moi, je peux comprendre que le grand public, celui qui s'intéresse strictement au temps qu'il va faire demain ou après-demain ou dans 3 jours. Que bon, ces questions-là le dépassent un peu. En plus, on a j'ai l'impression que maintenant les gens, j'ai l'impression que maintenant les gens s'attendent trop dès le mois d'avril à un temps soleillé, doux, voire chaud. Ah bah carrément. Ouais, c'est ça. Rien que le boulot, par exemple, je me tue à expliquer à mes collègues, le mois d'avril, vous pouvez vraiment avoir de tout, y compris des chutes de neige. Ça fait partie des risques du mois. On peut avoir des journées estivales comme des chutes de neige tardives, hein. Tout est possible. Faut jamais oublier le proverbe, hein. Ne te découvre pas d'un fil, hein. On dit, le dicton dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est plutôt le mois de mai, des fois, il fait ce qu'il lui plaît. On a bien vu en 2013, par exemple, mai, on pouvait pas se découvrir du tout, hein. Ah, mais c'est sûr, c'est le printemps, faut pas l'oublier. Le printemps, ça peut être l'été comme l'hiver. Transition. Voilà, tout à fait. On peut avoir les saisons extrêmes sans avoir les excès de ces saisons extrêmes. Alors, on verra jamais du moins 15 en avril comme du 35 degrés en théorie. Excuse-moi Morgane, je pense que dans le cadre de Météo Contact, vous avez bien sûr des communications en interne qui sont par des internautes qui vous contactent certainement pour avoir des informations au niveau du temps à venir ou des informations d'autres types. Vous devez avoir, à mon avis, ce genre un peu de remarques, enfin pas de remarques, de gens qui sont un peu déphasés ou un peu déformés. Je pense que vous en avez un petit peu. On a quelques messages par rapport à ça. Après, on a des demandes pédagogiques. Certaines personnes aussi qui demandent quel temps qu'il a fait tel jour. Bon là c'est un peu plus compliqué, mais on a tout type de demandes et surtout des demandes pédagogiques pour faire sur des TPE, etc. Alors en plus vous avez engagé, on revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, vous êtes engagé dans cette voie-là, donc c'est sûr qu'elle peut qu'inciter elle peut que donner envie de continuer sur d'autres plans. Moi j'ai été voir effectivement votre partie pédagogique, elle est déjà bien enrichie, mais non c'est intéressant, parce qu'encore une fois, je dis pas ça, c'est pas pour vous passer la brosse à reluire, c'est pas ça du tout, mais encore une fois c'est pas si fréquent, quoi. Je veux dire, on le retrouve pas sur tous les sites, quoi. C'est très très intéressant. Enfin moi je sais que personnellement je me retrouve vraiment complètement dans ce que vous faites, quoi, parce que moi c'est ce que j'aime. Alors moi je le fais à mon niveau, mon petit niveau, on va dire. Moi j'ai pas de site internet, moi on me retrouve surtout sur la page Extrême Météo, la page Facebook. Après c'est ça aussi la météo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le partage du savoir avec les gens aussi, essayer d'apprendre quelque chose. Et c'est ça le plus intéressant, parce que de simplement dire demain il va faire tel temps je veux dire voilà, quand on est passionné c'est frustrant parce qu'on a envie de partager plus et de pouvoir donner plus, quoi. Voilà. Ah. C'est ça. On est passionné, on a envie que tout notre entourage soit passionné également, et qu'on puisse en parler tout le temps, et que. C'est vrai. Mais non, souvent c'est pas comme ça, et souvent notre entourage ne comprend pas spécialement, peut-être aussi des fois. L'entourage se contente peut-être de vous demander s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir, ou s'il va faire beau dans une semaine quand ils veulent aller se faire un week-end à la mer. Voilà, c'est ça. Parce que ça, j'y ai régulièrement droit, personnellement. Exactement. Oui, voilà. Et après, moi, j'ai le droit. J'ai eu le droit. J'en avais parlé d'ailleurs à l'antenne hier. Bon, je me répète un peu. Il y avait Jessie avec moi hier soir. On a fait une émission à 21h, des maîtres du temps tout à fait classique. Et moi, j'avais notamment hier mon père, pour ne pas le citer, qui me disait, ça rejoint un peu ce que disait Morgane il y a 2 minutes, qui me disait mais c'est quoi ce temps en ce moment, mais c'est pas normal, enfin c'est pas normal, il fait vraiment un temps pourri. Est-ce que la normalité existe? C'est ça la grande question. Et il me dit normalement il fait meilleur que ça, on arrive en avril, enfin en étant en début avril. Je lui dis écoute, je pense que tu es un petit peu déformé des printemps doux, parce qu'on a eu une série de printemps doux quand même ces dernières années. Avril 2011, avril 2015, même avril 2014 était doux voire chaud. Ouais. Enfin, hormis le printemps 2013 qui avait été particulièrement pourri et frais, quoi. 2013 avec des pics de chaleur.
3 pics de chaleur à Limoges à 25 ou plus. Et donc j'ai dit à mon père, t'as dû être déformé par tous les printemps doux qu'on a pu avoir, et nettement doux, quoi, hein, par moment. Alors qu'après, on peut en trouver des mois d'avril pourris. Enfin, je sais pas, je pense à 2001, par exemple, qui était humide et frais, du moins à Limoges. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. 2008 aussi, tiens, dans le plus récent. En printemps 2012. En printemps doux, souvenez-vous du printemps 2011 aussi. Putain. Ah oui, alors surtout celui-ci. Hein. Celui-là. Et je me souviens qu'il y avait une journaliste dont je ne citerai pas le nom qui annonçait un été torride en France. Pour suivre le printemps qu'on avait eu, résultat des courses, l'été a été plutôt standard, voire même assez pourri en juillet. Juillet n'avait pas été terrible. Ouais, juillet a été pourri, surtout la deuxième quinzaine, hein, je m'en rappelle. C'est pas trop ça. Hein. Il y a eu des pics de chaleur en juin, en août, mais pas franchement en juillet. Hein. Pas de vraie vague de chaleur durable. Hein. On se disait, on a déjà du 30 degrés en avril, on va se taper du 38 en été. Ouais, il y a eu ça une fois en juin. Et en août, ouais, si, il y a eu un week-end bien surchauffé, une chaleur humide, chiante à supporter. En plus, je m'en rappelle, c'était monté à 34-35 à Limoges, mais c'était chiant avec les taux d'humidité. Hein. D'ailleurs, on va parler de 3 petites minutes de tendance saisonnière. Là. Comment vous voyez les choses, vous, pour les prochains mois? Oh là. Question. Oh là, je le vois très mal. Ah, tu vois très mal, très mal. Nos tendances saisonnières vont plutôt vers... on va se rattraper, entre guillemets, un peu de l'hiver qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on va avoir on va dire un automne ou un printemps persistant, assez tardif, hein, je pense. Ça va pas être terrible, hein, sans que ce soit exceptionnellement froid, exceptionnellement humide, ou etc. Mais on va être, à mon avis, on va être dans la continuité de ce qu'on a depuis le mois de novembre, quoi, sans gros changement de temps, enfin un temps mitigé, pas terrible, possiblement assez frais. Après, les doutes, sont importants dès le mois de juin. Ça commence à être un petit peu délicat à s'aventurer dans la tendance. C'est sûr. Après, c'est une tendance. Oui, moi je partage un peu votre avis aussi également là-dessus. Mais après, c'est pas évident, hein, effectivement. Bon. De toute manière, on rappelle aux auditeurs, nous, on fait que de le rappeler aux auditeurs et auditrices, la fiabilité au niveau de la tendance saisonnière reste toujours limitée. Moi, je vois un mois de mai assez chaud et orageux, personnellement. Après, la suite, je dirais plutôt un été standard, sans excès vraiment marquant, mais bon, sans beaucoup de conviction non plus hein, dans cette prévision. Et voilà, on ne sait pas trop si c'est plus dans le plus ou plus dans le moins, c'est compliqué. Donc même là, au mois d'avril, on a des poussées chaudes là, qui commencent à vouloir se mettre en place à partir de... Là, déjà, je vois une différence demain à Limoges. Et c'est ça justement tout le dilemme, on ne sait pas combien de temps cette douceur va durer, ce qui fait que si ça dure, au final, on va peut-être se retrouver avec un mois d'avril excédentaire, alors que c'est pas spécialement trop prévu. Donc, parce que là, une fois de plus, le coup de frais, il aura pas fait long feu, si je puis dire. 3 jours. Non. 2 ou 3 jours. Voilà, pas comme cet hiver. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, après, imaginez, on se retrouve donc avec ce Talweg dépressionnaire là qui reste calé sur le proche Atlantique, tout en ayant peut-être tendance des fois même éventuellement à descendre un peu en latitude là. Nous on reste du coup dans la poussée, on va dire un peu chaude, un peu douce, éventuellement peut-être anticyclonique sur l'est de la France. Il suffit que ça dure. On me parlait, moi aussi c'est pareil, j'aurais pensé peut-être qu'on pouvait avoir un mois déficitaire aussi en avril, mais là du coup, compliqué. Ouais, c'est compliqué avec les intersaisons. Ouais. C'est souvent comme ça aussi. On pense, par exemple, le mois de mars, on le pensait frais au début, puis après, beaucoup de gens le pensaient au final assez doux par rapport à ce que voulaient les modèles. Il a été frais, du coup, il était frais. Le mois d'avril, on pense qu'il va être en dessous des normes, mais au final, avec, comme vous le disiez, cette période douce qui, on sait pas si elle va durer ou pas, et ça pourrait au final totalement détruire entre guillemets la prévision saisonnière qui avait été effectuée. C'est ça qui est compliqué aussi. Ouais. Voilà. C'est la question que j'ai souvent au boulot d'ailleurs, c'est demain est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il pleut? Et j'explique aux gens, la météo mitigée, c'est-à-dire un peu de tout, ça existe aussi. Hein. Oui, limite, quand je leur ai dit, un jour, je sais plus quand dans la semaine, qu'il y aura un ciel de traîne alternant éclairci ou averse, je sais pas s'ils se foutaient de moi ou si je leur apprenais quelque chose, mais ça paraissait les étonner, certains de mes collègues au bureau. Oui, on peut avoir un ciel d'alternance, effectivement, hein. On n'est pas obligé d'avoir... Et c'est ce qui s'est passé, je crois que c'était jeudi. Si, c'était jeudi, un ciel d'alternance avec quelques giboulées, une giboulée de grésil d'ailleurs.
et puis de belles éclaircies dans la foulée derrière. D'ailleurs, ton anecdote, Morgane, me fait toujours penser un peu au bulletin télévisé. Alors moi, le bulletin télévisé, ça fait depuis un moment que je regarde plus trop. Mais moi, je regarde FM le matin, mais sinon, mais pas le bulletin trop. télévisé, ça me fait toujours penser à ça. Donc on a quand même le grand public, je dirais, qui est intéressé par la météo, mais qui veut simplement savoir si demain il va faire beau ou mauvais. Et souvent, il a du mal à saisir. Toujours, j'ai remarqué les subtilités des cartes météo télévisées. C'est-à-dire, par exemple, dans un ciel de traîne, par exemple, qui est représenté notamment sur la carte, sur les cartes de TF1, par exemple, qui sont quand même plutôt bien faites. Les gens, des fois, ne comprennent pas. Ils vont avoir tendance à prendre, par exemple, un éclair. Par exemple, si l'éclair est sur Poitiers, ils vont se dire, Poitiers, oh là là, c'est l'apocalypse. C'est horrible, c'est un sale temps toute la journée. Voilà, c'est un peu ça aussi. Alors que c'est un ciel d'alternance, quoi. Je vois par exemple Louis Baudin l'explique très bien quand il présente des bulletins télévisés comme ça. Il explique aux gens, attention, il y aura plus de moments sans pluie qu'avec pluie. Et il en faut des gens comme ça pour expliquer au grand public le temps à quoi ils peuvent s'attendre. Exactement, parce que c'est vrai que nous aussi, on nous pose beaucoup la question, des fois, on est obligé de mettre des cartes avec, une éclaircie et une averse orageuse, alors qu'au final, dans la journée, ça tombe à 20 minutes d'orage et 4 heures de beau temps, quoi. Donc, ça, faut l'expliquer au grand public, parce que, des fois, ils nous comprennent mal, et on va nous dire aussi, pour les averses, ça, c'est très dur dans la communication, de faire comprendre aux gens qu'une averse ne va pas concerner tout le monde. Voilà, ça, c'est très compliqué à communiquer aux gens, leur dire, oui, on va avoir un ciel de traîne, et là, les gens, à la fin de la journée, vont nous dire, on n'a rien eu, et c'est normal, c'était des averses. Tout le monde n'a pas été concerné, et ça, je le mets beaucoup dans mes bulletins, à chaque fois, je le fais. Je marque à chaque fois, attention, tout le monde ne va pas être concerné, ce sont des averses. Ah, mais ça, c'est beau. Et ça, je pense qu'il faut tout le temps le mettre. C'est clair. Ça, on s'imagine même pas, mais c'est quelque chose. On est sans arrêt obligé, je dirais, sans arrêt. Mais bon, on le fait avec plaisir, obligé de réexpliquer, quoi, parce que c'est vrai que c'est des subtilités. Ah oui. Après, je dirais, nous, contrairement on se fait incendier parce qu'on a... Je t'en prie, Nicolas, vas-y. Nicolas? Non, j'allais dire, après, on se fait incendier à la fin de la prévision, parce qu'on va nous dire, vous avez eu faux, vos prévisions, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que la communication dans la météorologie, c'est capital. Sans la communication... Enfin, nous, à contrario des bulletins télévisés qui sont millimétrés et chronométrés, nous, on a plus l'attitude à expliquer, quoi. Alors que sur un bulletin télévisé, des fois, il faut aller droit au but et très rapide. Oui. Alors des chats. Voilà. Écoutez, en tout cas, l'heure, il est quand même déjà une heure avancée, il est 22h38. En tout cas, on aura eu grand plaisir à vous recevoir tous les quatre. Encore une fois, un grand merci pour ce moment. Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà. Merci à vous parce que c'était très agréable. Merci beaucoup à la radio RTM de nous avoir proposé cette invitation. Avec grand plaisir. Puis, comme on dit, la porte est ouverte. Si d'ici quelques mois vous voulez revenir, il n'y a aucun souci. Malheureusement, il y a beaucoup de vent ici. Du coup, la porte elle va se fermer en fait, donc c'est compliqué. Non, mais ce sera avec grand plaisir en tout cas parce que c'était une soirée franchement agréable. Voilà, donc ça permet de parler, déjà de présenter un peu plus l'activité Météo Contact pour un site, encore une fois, je répète, qui est jeune, mais qui a eu déjà beaucoup d'évolution en un an. Sachez aussi qu'on en est à la deuxième version du site, donc quand même, les choses sont pas figées, donc loin de là. Et puis, donc on a eu plaisir à entendre un petit peu la présentation du site et des spécialités de chacun un peu, et puis bien sûr parler des sujets météo qui nous préoccupent au quotidien. Et donc c'est pour ça, je vous dis, même s'il y a beaucoup de vent, que la porte elle est susceptible de mais en tout cas dans quelques mois, avec grand plaisir, si la porte est quand même ouverte. Je ferai tout pour l'ouvrir. Et donc avec grand plaisir, si on pourra tout à fait repasser un moment ensemble en compagnie des auditeurs auditrices. Donc voilà, écoutez, on vous remercie en tout cas tous les quatre. Merci à toi Morgane aussi pour ta première ce soir. Merci à toi, merci à vous tous. Très intéressant. Je reviendrai, ça va de soi. Tu reviens de toute manière pour des émissions classiques aussi, j'espère. Bien entendu. Discuter entre nous. Émissions classiques, des mix. Et on t'attend, Morgane, aussi à la radio aussi pour un ou deux mix de temps en temps. On verra ça ensemble. Y a pas de souci.
J'en aurai des mix à te partager, tu peux compter sur moi. Parce que D'ailleurs que j'en ai fait un, j'ai mixé à une soirée en live samedi dernier et je veux bien t'envoyer le replay pour que tu le passes à la radio. Ah bah avec plaisir, écoute. Hein, la fin est assez consistante et c'est du rouleau compresseur, hein, vous êtes prévenus d'avance. Hein. Ah bah on passera ça un moment, on aura un bon moment pour passer ça, y a pas de... Ah bah oui, complètement. Parce que je te ferai tourner ça et puis tu le programmes quand tu veux. Voilà, parce que RTM n'est pas qu'une radio météo, hein, c'est une radio aussi où on essaye d'aborder un peu différents thèmes musicaux. On a également des artistes qui viennent, donc qui nous sollicitent aussi, hein, qui viennent notamment le lundi soir, hein, avec Manu et Dany notamment. Et donc, voilà, on essaye d'être une radio, on va dire, un peu complète et on essaye de promouvoir un maximum des artistes, des passionnés de météo. Et c'est pas fini. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on va en terminer là. On vous souhaite à tous une bonne nuit, hein, déjà. Un bon week-end également. Encore merci à vous quatre, hein, et puis on vous dit à bientôt. Voilà. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Salut. Un podcast RTM.